Apéro spécial Bucks. Ciao, ciao. Hello, hello. Comment ça va bien? Bah, ça va et toi? Impeccable. Écoute, Ouais. petit retour de l'apéro. Ça y est, on avait dit aux gens qu'on prenait, c'est quoi, c'est 2-3 jours de break qu'on a pris Ouais, c'est ça. Pour faire chaud. Ouais, voilà, faut bien de temps en temps, quoi. Histoire de, quoi. Pause, tout à fait. Avant la folie des playoffs, comme vous le savez, à partir du 17 mai, 22 mai, jusqu'à, voilà, Alex, j'ai envie de dire jusqu'en décembre 2024, on va être ensemble. Ouais, c'est ça, exactement. C'est-à-dire, il y a la folie des playoffs. Juste avant, il y a Le sel. le sel. Il y a les play-in, sponsor Guérande. Entre-temps, on a encore environ 5-6 semaines là, de régulière. Tout à fait. On a les équipes qui sont en train de faire les petits ajustements qui vont bien. Bien Notamment les Bucks. Et notamment les Bucks, ouais, dont on va parler Parmi aujourd'hui. comment il dit? La quicheta, il dit? Tout à fait, la Kishta, ça reste encore 2021, on a le droit de le passer. La street le valide, hein, donc on est bon. Évidemment, nos copains de Milwaukee, les années précédentes, on avait fait pas mal d'apéros parce que c'était le mouvement Mike Budenholzer avec Giannis, avec toutes ces choses. On a vu aussi ce qui s'est passé dans la bulle. Et donc, entre ce qu'ils ont montré cette saison, entre les attentes qu'il y a et l'actualité, parce qu'on a un garçon, monsieur Jean-Michel Vacances, qui a pris lui aussi un bon gros chèque, comme tu le disais là, et ça faisait partie des récentes actualités. On sait qu'il y a eu beaucoup de réactions. Bah, c'était l'occasion en fait de faire un apéro un peu le point sur nos amis du Wisconsin. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vrai qu'on va faire le point parce que mine de rien, Oui. il y a combien de temps? 1 an et demi, ils ont mis un gros steak de dollars à Chris Middleton. Tout à fait. Si ma mémoire est bonne, c'était un 170, 175, là, un max, quoi, ou quasi. C'est il famoso Tobias Harris. Ouais, il famoso Tobias Harris. Bam, Chris Middleton. Voilà. Ensuite, on a eu les débuts de drama potentiel autour de Giannis après quand même le gros échec des derniers playoffs. Bien sûr. On va pas se mentir, un gros échec. Demi de conf, Milwaukee, pardon, mais C'était genre, pas au programme. non, pas je du pense que tout. c'était pas au programme. C'est un échec. Ouais, clairement. Mais Giannis qui reste, malgré les rumeurs, Giannis qui prolonge, qui prend, alors là, attention, le quart de milliard. Comme on le dit, le quart de milliard. Quasi. Ouais. Ouais, c'est comme ça qu'ils disent là-bas. Ouais, tout à fait. Donc on se dit, ok, d'accord, très bien. Entre-temps, il y a eu le trade de Bledsoe, de George Hill pour obtenir Jrue Holiday, quelques petits ajustements, Bryn Forbes, on va parler de ça. Et là, parce que Jrue Holiday, il arrivait en player option, si je dis pas de conneries. Tout à fait. Je veux dire, cet été, il aurait eu une player option à 26, 27, par là, je sais plus 27 millions de dollars, c'était à peu près ce Ouais. qui était attendu, mais il faisait partie des joueurs qui pouvaient être agents libres. Du coup, il décline par avance cette player option et il prend 4 ans à 135 millions sur 4 ans, plus des bonus qui peuvent aller jusqu'à 25, donc ça pourrait aller jusqu'à 160 millions sur 4 ans. Bon, d'après ce que j'ai lu, les bonus sont pas si simples que ça à aller chercher quand Non, même. c'est sûr. Mais enfin, c'est quand même un gros salaire, c'est un très très gros salaire. Du coup, on a un Big 3. Un Big 3 de Dain. Je sais pas si on peut appeler ça un Big 3 d'ailleurs, parce que... On va en débattre, bien sûr. Un gros 3. Ouais. Un gros 3 avec 3 gros Dains. Il y a un petit côté all-in de la part de Milwaukee. Il y a un petit côté, ok, Jrue, ça sera toi. Et en termes de flex, on va pas se mentir que là... On sait à quoi ressemble l'avenir, clairement. C'est-à-dire que si ça se passe pas bien entre ces trois-là... Non, bah c'est sûr. Ça, c'est sûr que c'est pas la free agency que tu vas régler tes problèmes avec de la flexibilité financière. Et va falloir trader quelqu'un, Et en plus, ça va pas être si simple. Tout à fait, et trader ce genre de contrat, c'est vrai que c'est compliqué. C'est cette décision en effet qui est prise par les Bucks dont on voulait discuter parce que en effet, comme tu le mentionnes, il y a eu des pour faire un peu la big picture, c'est vrai qu'on avait vu toute cette évolution autour de Giannis, les changements d'entraîneur. On passe de Jason Kidd notamment à Mike Budenholzer. On a eu un nouveau management où on était tous en train de se mettre à genoux devant John Hammond qui ensuite a lui dérivé du côté d'Orlando. On voyait les nouveaux décisionnaires de Milwaukee faire des vrais gros beaux choix. On se demandait comment est-ce que ça allait justement se traduire. Et comme tu le dis, quand on a eu l'espèce de choc de la bulle lorsqu'ils se font sortir par Miami, on a vu une équipe de Milwaukee où le management a dit « Ok, on n'était pas si loin que ça de t'avoir Bogdan Bogdanovic. » Rappelons quand même cette espèce de fiasco qui a eu lieu autour de Bogdanovic où ils l'ont quand même mal vécu. Le sign and trade sans le sign, ça c'est sûr qu'on s'est suffisamment moqué en même temps. La signature On en a parlé. sans encre dans le stylo, c'était une nouvelle technique de calligraphie, mais pour le coup les Bucks nous ont bien fait marrer avec les Kings. Mais en fait, il paraît que c'était le truc avec le citron là. Où, mais oui, quand on est gamin. Ouais, bien sûr.
Pourtant, j'ai mis le contrat devant le soleil et il n'y Ouais, avait pas de signature. Bogdanovic, ça n'a pas fait marrer lui. Du coup, Non, il est parti clairement. à Atlanta. Ouais. Bah écoute, il est bien content à Atlanta, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont récupéré en effet après Jrue Holiday et qu'on a eu un début de saison qui nous mène donc à cette actu. On a eu les récents choix au niveau de PJ Tucker et compagnie. On va y revenir en détail, mais dans les faits, puisque vous savez, on aime bien faire ça dans les apéros, on est sur des Bucks qui aujourd'hui ne sont pas premiers de la conférence Est. Ils sont troisième avec 32 victoires pour 18 défaites. Hier soir, c'était leur dernier match donc face aux Warriors. Petite défaite sans Giannis, un peu mal géré. On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter. Ce qui est sûr, mal c'est géré, que ouais, c'est clair. Mal mal géré. géré, on peut le dire. Après, il y a du chef bien chaud quand même. Il y a du chef bien chaud, il n'y a pas de Giannis, c'est compliqué. Ouais. Mais on a donc des Bucks qui sont troisième de la conférence Est, qui ont pris des décisions claires qui sont on veut remporter un titre avec ce groupe. Et donc à mi-saison, c'est l'occasion de faire le point. Je te propose, Alex, qu'on commence par rapport aux standards, parce qu'on le fait souvent avec les autres franchises, les standards offensifs et défensifs de Milwaukee par rapport aux saisons précédentes, qui ont été des saisons où on avait une équipe qui était première de sa conférence et qui marchait un peu sur la concu. Je veux dire, il y avait des marges quasiment historiques qu'on voyait de la part des Bucks de la saison dernière et celle de la précédente. Là, on est un peu moins rouleau compresseur que les saisons précédentes. Complètement, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est moins rouleau compresseur. Clairement, ça écrabouille moins. Ça se cherche un peu plus. Giannis rate quelques matchs, là, il a les petits trucs au genou. Jrue aussi a dû revenir de blessure, retrouver du rythme et tout ça. En fait, le plus régulier là-dedans, c'est Middleton, on va dire. Ouais, bien sûr. Dante DiVincenzo, quand même beaucoup dans le 5 majeur, donc lui aussi doit trouver son rôle exact dans le 5 majeur. Nouvelle responsabilité. Bien sûr. Bryn Forbes, adaptation. Bobby Portis qui est arrivé aussi à l'intersaison. Là, plus récemment, ils viennent de se choper PJ Tucker, comme tu l'as dit, on allait y revenir. Ça, c'est juste pour dire que, bah ouais, ça tâtonne un petit peu plus. Ça écrabouille moins la conférence S et la concurrence d'une manière générale que les 2 dernières saisons. Ouais. Maintenant, moi je veux bien attaquer dans le vif, on va venir au contrat après. D'un point de vue jeu, c'est marrant, mais si tu prends ce qui s'est passé lors des 2 dernières saisons en play-off, un échec vraiment un peu chelou face aux Raptors où ils se sont fait rentrer dans la tête, ils ont perdu leurs moyens et tout. Ça arrive. Un échec vraiment crade l'année dernière contre le Heat. Ouais. Sans faire offense au Heat, attention, qui a fait une série absolument magnifique et tout. On va pas commencer à se dire que Milwaukee n'avait pas les moyens de rivaliser mieux que ça, tu vois. Non, ils en avaient les moyens et ils les ont pas utilisés. Mm-hmm. On a critiqué Budenholzer assez sérieusement. On a critiqué Giannis aussi. Bien sûr. Ça bosse à Milwaukee. Donc ça a fait le choix au niveau management de changer beaucoup de pièces et tout. Toute la question maintenant est de savoir que tu sois 2e, 3e, 1er de la conf. Est-ce que c'est si grave que ça pour Milwaukee ? Je suis pas sûr. Est-ce que le plus important, c'est pas plutôt avec quel genre de certitude ils vont arriver en play-off ? Ouais, tout à fait. Et vu que tu parlais là du jeu, on peut y venir tout de suite parce que c'est un des points, je pense, dans lequel on parlait dans les 30 prévus en 30 jours, où on se demandait comment ça allait se passer, c'est qu'on se disait, oui, les Bucks, allez, saison régulière, et puis on se reparle le 17 mai. Mais là, de ce que tu vois et de ce qu'on voit, et je veux bien évidemment l'avis des gens, soit les fans des Bucks, soit les simples observateurs, fans d'autres franchises, est-ce que dans le jeu des Bucks qu'on voit cette saison, il y a des changements fondamentaux dans ce qu'on voit par rapport au Budenholzer basketball des saisons précédentes et qui ont été critiqués dans leurs limites à l'automne? Moi, j'en vois un en tout cas. Moi, je regarde pas mal les Bucks en plus. Il y a plus de pick and roll. Il y a plus de pick and roll pour une raison simple, c'est que quand même, déjà Middleton est plus utilisé en pick and roll et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il aurait pu le faire avant, mais déjà, il en fait un petit peu plus, je trouve. Ouais. Et surtout, Jrue Holiday. En fait, Jrue Holiday, clairement, sans être genre, c'est pas Chris Paul ou Steph Curry, tu vois, ou ces gars-là, quoi, évidemment. Mais ça reste un très, très, très bon meneur pour jouer le pick and roll. Bien sûr. Il est capable de shooter de manière propre, il est capable de prendre des bonnes décisions. Jouer au poste aussi, il l'a montré. Il est capable de jouer au poste en ISO quand t'as besoin et tout. Enfin, de toute façon, clairement, il apporte une palette offensive tellement plus variée que George Hill et Eric Bledsoe. Là-dessus, il n'y a même pas photo, en fait, en termes de palette offensive. Ensuite, on ne l'a pas encore trop vu. Moi, j'en ai parlé vite fait, on en a parlé tous les deux quand on a fait le bilan de la deadline. Je pense que l'addition de PJ Tucker peut, pour les joutes de play-off, être hyper intéressante, notamment d'un point de vue défensif, parce que tu peux défendre complètement différemment, tu peux tout switcher, tu peux essayer d'éviter de te faire trop défoncer à distance, comme on l'a vu avec le Heat l'année dernière.
Donc, c'est les deux gros, pour moi, c'est les deux gros axes que je vais suivre de très très près dans les semaines à venir et bien évidemment quand les playoffs vont commencer. Est-ce que c'est worth it, quoi, comme on dit là-bas, quoi. Est-ce que ça vaut le coup de payer Jrue Holiday ce prix-là? Ouais. Est-ce que ça valait le coup? Bon, ils ont pas lâché non plus un truc de ouf pour avoir Tucker. Hein. Non. Je pense qu'il y a très peu de cas où ça vaut pas le coup, tu vois. Non, bien sûr. Franchement. Non, c'est sûr. Ils ont pas modifié de manière scandaleuse leur jeu en se disant oh putain ça marche pas, ça y est, on doit jeter à la poubelle ce qui a bien marché pendant 2 ans, sauf quelques ratés de série de playoffs. Ils sont dans leur standard en termes de jeu, ça joue un tout petit peu moins vite. Et le niveau défensif en soi par rapport aux ratings des saisons précédentes est un peu en dessous, c'est-à-dire qu'on a une équipe de Milwaukee qui, on va pas tourner autour du pot, était première de la NBA en efficacité défensive sur les 2 saisons précédentes. Après, ça discutait avec le Jazz ou avec d'autres franchises, mais là, il y avait eu des Raptors aussi qui étaient dans le coin, les Lakers aussi qui ont fait du sale l'année dernière, mais là, on est plus 8e entre les places 5 et 10. Milwaukee en termes d'efficacité, et j'ai remarqué aussi que dans la pace, ça avait un petit peu baissé, c'est-à-dire qu'on retrouve des bugs qui sont un peu moins, comme on en parlait là en préambule, de rouleau compresseur. Il n'y a pas ce phénomène il n'y a pas autant ce phénomène qu'on avait pu voir la saison précédente où tu sais on disait putain on va aux toilettes, on revient et en fait en 2 minutes 30 ils ont mis plus 16 quoi. C'est un peu plus slow dans leur run. C'est ça, tout à fait. C'est dû à Jrue il joue bien demi-terrain. Ah oui, c'est dû à Middleton qui a plus le ballon. Non seulement c'est pas un dragster, en plus il est bon en demi-terrain. Bien sûr. Jrue Holiday. Comme Middleton, c'est dû aussi au fait que Giannis travaille beaucoup pour devenir de plus en plus fort quand le jeu va moins vite. Ah ouais. Je veux dire, Giannis lancé, bon bah voilà. Bon, hein, on la connaît en 2021, c'est compliqué quoi. T'es d'accord? Bien sûr. Hein, et puis on a encore pour quelques années. Giannis lancé, qui peut vraiment arrêter Giannis lancé en fait? Faut placer le bon passage en force au bon moment, tu vois. Apparemment, selon des fans de Miami, Duncan Robinson et Jay Crowder en passage en force. Mais je laisserai... bref. Non, mais là où Miami a été exceptionnel, c'est sur le demi-terrain. Ils ont cassé le rythme, et sur demi-terrain, ils ont empêché Giannis d'exister. Et en plus, ils l'ont fait de manière magnifique. Et en plus, Giannis travaille assez sensiblement ses lancers. Mine de rien. Petit à petit, là, il commence à essayer de faire des bons matchs. On verra... Quand ça comptera vraiment et quand il y aura de la pression, on verra s'il les met. Tout va se jouer là. De toute façon, on va souvent dire cette phrase, à mon avis, dans cet apéro. C'est qu'à un moment donné, tu fais des constats là au mois d'avril. Oui. Maintenant, les constats du mois d'avril, j'ai envie de te dire qu'ils soient bons ou mauvais. Si ça passe pas au minimum du grand minimum, faut aller en finale de conf, absolument. Oui, bien sûr. Attention, hein, puis c'est le minimum du grand minimum du minimum, quoi. On est tous d'accord là-dessus. Et si on se retrouve encore dans une demi de conf face à Philadelphie, Miami, Brooklyn, qui tu veux. Voilà, exactement. Brooklyn et tout. Et Giannis, dans des moments importants, on fait faute sur lui parce qu'on se dit, attends, l'autre, il est même pas à 60% au lancer sur la série. On a intérêt à faire faute. Bah, énorme point faible. Il doit travailler là-dessus. Non, bien sûr. L'autre truc que j'aime bien, c'est quand il vient poser des écrans, il vient plus poser d'écrans et il roule. Parce que un Giannis qui roule... Non, pareil, c'est compliqué. On en avait parlé dans les previews des années précédentes d'utiliser Giannis différemment sur pick and roll. Je regardais juste là pendant que tu parlais, le usage rate aussi de Giannis a un petit peu baissé. Les observateurs, notamment de Milwaukee, disaient tiens, c'est marrant. Giannis s'exprime sur le fait qu'il est un peu moins ball dominant. On essaye de l'utiliser de manière... un peu plus intelligente via Mike Budenholzer dans la construction de cette saison, parce que c'est évidemment fondamental ce que tu dis sur les attentes qu'on a au niveau des playoffs. Sur cette saison, il y a eu une période, je pense que tu t'en souviens un petit peu de creux, c'était début février, où on les a vus avoir leur première série de 5 défaites dans l'ère Budenholzer. Ils ont perdu pas mal de matchs de suite. Ils ont perdu 5 matchs de suite et c'était un peu inquiétant parce qu'on a vu la première fois, il y avait des statistiques genre c'est la première fois que Mike Budenholzer perd 5 matchs de suite avec ses Bucks, donc certains se posaient la question. Mais par contre, derrière, nous, on s'est vu, on a fait 2-3 apéros où on se déplaçait et on se disait t'as vu Giannis hier soir. Derrière, ils ont un peu remporté 13 de leurs 14 matchs suivants et l'autre, il est revenu dans la course au MVP, mais avec une violence très assez violente. C'est-à-dire qu'on a tendance à oublier, c'est-à-dire que là, on parle des Bucks, ça reste l'équipe de Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo reste l'un des joueurs les plus dominants de la NBA actuelle. On peut me dire ce qu'on veut, qu'il n'a pas trop de shoot à 3 points et qu'il ne met pas tous ses lancers, c'est vrai. Mais
Il met 30 points par match et il prend 13 rebonds, quoi. Tous les matchs. Et puis, il est chiant à défendre, puis il défend bien en plus. Attention, il est chiant à défendre, il est chiant à attaquer aussi, Giannis. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il va au contre, il va à l'interception, il est mobile. On l'a vu là, je trouve, avec les années là, qui commencent à rentrer, Giannis, on l'a vu prendre beaucoup d'épaules et de muscles sur les 2-3 dernières années. Maintenant, il sait s'en servir en défense. Moi, je l'ai vu 2-3 fois au poste sur des mecs où tu te dis, en fait, tu sais, t'es là, tu fais... En fait, c'est vrai que Nurkic, il est pas tellement plus gros qu'Yanis, tu vois. Tu vois. Et il se fait un jeu dans les yeux, c'est marrant. Il est pas tellement plus grand. Tiens, puis alors, c'est vrai que par contre, il saute moins haut et il est beaucoup plus lent. Et nettement moins mobile, c'est sûr. Et voilà. Et donc, du coup, bon, après, évidemment, il a d'autres qualités. C'est un autre style de jeu. Yanis, c'est pas vraiment un pivot, hein. Bon, enfin, Yanis en défense sur les pivots, Yanis en défense sur les 4, Yanis en défense sur les 3, Yanis qui switch sur des petits. Ouais, pas de problème. Franchement, t'es serein, hein. Non, bien sûr, bien sûr. Et en soi, là-dessus, ils ont continué à avoir leur standard. Donc, ils ont remporté quelques matchs, en effet, en forme de série, là, récemment. C'est un peu des Bucks à série. Hein. Là, ils en ont remporté 3 de suite, puis ils en ont perdu 3 de suite. Sur leur saison, je pense qu'on est d'accord, comme tu l'as dit. Mettons ça de côté. Retrouvons-nous en soi... là sur la moitié du mois de mai pour voir ce que ça va donner. Combien t'as dit que c'était leur bilan là? T'as dit 34-18, 32-18? Ils sont à 32-18 si je dis pas de bêtises, 32 victoires pour 18 défaites. 50 matchs sur les 72, ouais, ils sont à 2 tiers quoi, hein, ouais, voilà. Un peu plus de 2 tiers. Pas encore tout à fait aux 3 quarts. Oui, presque aux 3 quarts, remarque. Hein. Non, ils sont pas loin des 3 quarts. Ils sont 3 quarts. Bon, franchement, sauf énorme cata, il y a quand même un bon petit gap entre le top 3 de l'Est et les autres. Ils sont podium, c'est sûr. Donc ils sont podium de l'Est. Après, on va voir comment ça va se finir les saisons entre Sixers, Nets et Bucks, parce que t'es pas à l'abri d'une grosse série de wins des Bucks pendant que les Nets load manage un peu tout ça. Et tu vois, bon, on va voir un peu comment ça va se goupiller, mais ils sont top 3. Au passage, la première place, elle va avoir son importance. Hein, ah non, mais bien sûr. Cette conférence. Hein. Ouais, non, mais bien évidemment, parce que si tu veux pas t'affronter, de toute façon, le 2 et 3, on rappelle, vont devoir s'affronter en demi-finale. Donc, quand tu mentionnais tout à l'heure le petit Nets-Bucks, il peut avoir du sens en demi-finale. Et aux dernières nouvelles, il y a une équipe qui avance et une équipe qui part en vacances. Donc, tu préfères jouer les Bucks ou les Hornets en demi? Ouais, tout à fait. Et puis tu préfères... mal la question. Elle picote quand même. Et puis tu préfères titrer l'apéro les Nets déjà en vacances ou Yanis a encore choke. Enfin tu vois. Il y a un des deux titres. Il y a un des deux titres qui va tomber. Et Philadelphie, Philadelphie, ça peut être pour eux, hein, parce que là ils viennent tout juste de la reprendre leur première place. Non, c'est sûr. Donc, pardon, vas-y. Non, je voulais juste dire. En gros, effectivement, on est presque aux 3 quarts. Il reste une vingtaine de matchs. C'est pour moi, pour les Bucks, c'est surtout de la mise en route et de la recherche de dynamique là. Oui. Plus que du résultat pur. Non, bien sûr. Dans le pire des cas, ils vont être 3e. Oui, voilà. Et puis t'espères d'avoir en effet plusieurs matchs là où t'as tous les garçons qui sont en forme et t'as une dynamique qui se met bien en avant. Quelques main events. Parce que blessure. Pas de blessure évidemment. Quelques main events parce que vous savez qu'on aime bien ça. Donc, allez, tu sais quoi, je vais me permettre, je vais faire péter la prod parce que Léon, ça a réussi à nous mettre un petit truc. Je mets juste le calendrier des Bucks. Vas-y, je vais juste le mettre, tu peux te l'ouvrir d'ailleurs si tu veux. Je le montre juste pour les copains qui le veulent. Regardez, c'est pas magnifique. Léonce, MVP à la prod, juste dans les matchs restants. Parce que là, on a donc un match à Dallas, mais dans les gros rendez-vous, on va avoir un Bucks Suns le 20 avril. Alex, tu les avais battus Milwaukee il y a quelques semaines, si je dis pas de bêtises. Enfin, moi. Toi seul. Moi, par la pensée, à distance. Toi seul. On a une double confrontation face aux Sixers. Ça, c'est très très fort. C'est le 23 et 24 avril. Le samedi. Ah, c'est un back-to-back en plus. C'est le vendredi et le samedi. En fait, c'est pas tout à fait un back-to-back parce qu'en fait, tu joues le jeudi soir et ils mettent vendredi à 1h du matin et après, tu joues le samedi soir à 21h30. Donc, ça, c'est immanquable. Et après, tu as 2 fois Brooklyn le 2 et le 5 mai. Ça, c'est vraiment les gros challenges. Ça s'affronte encore beaucoup. Le classement, il n'est pas arrêté, hein, du coup. Ah non, bien sûr. De l'Est. Bien sûr. Donc, en soi, tu vas avoir en effet quelques rendez-vous, mais nous, on a cette attente. Comme tu le disais, podium, et on voit comment est-ce que ça se situe. L'objectif, quand on a parlé avec les grosses écuries, c'est tu te retrouves le 17 mai avec tes joueurs en forme, une bonne dynamique, les mecs sont conscients, etc. de ce qu'ils doivent faire, et tu défonces ton premier round. Que ce soit, tu essayes d'éviter de te taper Miami parce que c'est le genre de piège que tu n'as pas envie de te farcir. Bien évidemment, mais si tu dois avoir Charlotte Miami, ou je pense qu'ils n'ont pas envie non plus. Hein. Bien sûr.
Tout à fait. Mais si t'es Charlotte, Atlanta ou les Knicks, no disrespect, je pense que voilà, tu vas prendre, même si je sais qu'à New York, on a battu plus d'une fois Milwaukee cette saison. La question que j'ai envie de te poser, Alex, c'est évidemment sur ce choix qui a été fait. Parce que là, on a fait le tour un peu des Bucks sur la régulière. Mais cette décision de prolonger Jrue Holiday, il faut qu'on en parle en détail quand même. Premièrement, je pense qu'elle est motivée par une continuité. T'as payé Middleton. Ouais. T'as payé Giannis. T'as tradé pour Jrue Holiday. Tu savais que Jrue Holiday n'avait plus qu'une seule année de contrat derrière en player option. On savait pas ce qu'allait faire, il n'y a pas trop de rumeurs. Ça se trouve, il allait la prendre, sa player option, on n'en sait rien en fait. Ça se trouve, il allait juste la décliner. Mais en tant que Bucks, t'es dans une continuité, t'es pas un très gros marché, t'as un énorme joueur, t'as déjà dominé 2 régulières, maintenant tu veux la bague. Tout à l'heure j'ai dit minimum du grand minimum, faut aller en finale de conf. Honnêtement, l'objectif c'est la bague là, Milwaukee, t'as un joueur générationnel, c'est la bague, point barre. Donc moi je trouve que personnellement, je m'attendais pas à ce qu'ils mettent le max, comme ça moi, perso. Je m'attendais à une prolongation potentielle de Jrue parce que ça avait l'air... Manifestement, ça a l'air de bien se passer avec Giannis et avec Middleton. Ouais, bien sûr. En termes d'ambiance, en termes de jeu, en termes de ce que Jrue apporte, de ce que Jrue, ça lui apporte aussi. De jouer avec Giannis Antetokounmpo, parce que, pardon, mais... Genre, il a joué avec combien de joueurs aussi forts, en fait, dans sa carrière ? Il a joué avec Anthony Davis. Mais sinon, tu vois, c'est vite compté, en fait, quoi. Non, la carrière de Jrue. Donc ça, c'est important aussi. Donc, du coup, je trouve ça assez logique de la part du management des Bucks d'avoir mis là, dans un timing à 6 semaines des playoffs, une bonne grosse quicheta sur la table de Jrue Holiday. Comme je l'ai dit, je ne m'attendais pas forcément à ce que ce soit le max. Donc, on en a parlé aussi en intro. C'est pas tout à fait le max parce que c'est soumis à des bonus et tout. Donc, sur les 160 millions sur 4 ans, il y en a 25 millions qui sont soumis à des bonus. Bon, on verra. Enfin, ça fait déjà 135 d'arrêtés. On a parlé de flexibilité, il n'y en a plus. Voilà. Il faut que ça marche avec ce trio. Il y en a vraiment une minimale, quoi. T'auras la mid-level, t'auras des biannual exceptions, évidemment, tu pourras signer du minimum vet, et t'auras éventuellement des contrats rookies, quoi. Ouais, bien sûr. Mais en gros, enfin voilà. Genre, en gros, Milwaukee, les 3-4 prochaines free agency, ils n'ont pas de cap pour faire venir ne serait-ce qu'un joueur moyen. Ah, tout à fait, il faudra être malin au niveau des transferts et des pics de draft que tu vas pouvoir un petit peu bien utiliser, mais bon. Travailler le marché des buyouts. Tout à fait. Mais c'est là-dessus que, là où je te rejoins, c'est qu'évidemment, il y a plein de gens qui ont regardé l'info sur Jrue Holiday, et oui, c'est le montant qui a étonné beaucoup de gens, parce que, en plus, quand on voit ce genre de contrat, certains reviennent souvent en se disant, premier réflexe, Jrue Holiday, comment ça ? Est-ce que c'est un All-Star ? Est-ce que c'est un joueur... Tu l'as dit toi-même, est-ce qu'on parle d'un Big Three ? Est-ce qu'on parle déjà de forcément un joueur très dominant ? C'est sûr qu'à partir du moment où on voit Jrue Holiday à 30 ans, avec certaines incertitudes physiques qu'on a vues par le passé, prendre ce contrat-là, ça étonne. Moi, perso, je trouve que c'est une excellente décision, dans la continuité de ce que tu disais, c'est une excellente décision de la part du management des Bucks, parce que, tu as envie d'éviter déjà la free agency de cet été. C'est-à-dire qu'on ne savait pas ce qu'allait faire Jrue Holiday. Si ça se trouve, il allait prendre sa player option. Ah, t'es peinard, moi. Mais par contre, il y avait un scénario qui existait aussi, c'est que tu avais les Mavs, les Knicks, le Heat, les Raptors, les Spurs, toutes ces équipes avec du cap space qui allaient se ramener chez Jrue et faire « Mec, voici les rênes ». Et puis tu t'évites un potentiel fiasco des playoffs. C'est-à-dire que là, tu n'as même pas joué les playoffs, que tu garantis déjà à Jrue, mec, on va rester ensemble toute la vie. Oui. C'est-à-dire que tu évites une situation dans laquelle, je sais pas, tu vois, les playoffs, ça se passe mal, il n'a pas tout à fait le même rôle, il est critiqué, il y a des franchises qui lui font du pied, et le mec se retrouve sur la free agency. Les Bucks s'évitent ce scénario-là. Tout à fait. Plus le message que tu envoies à Giannis aussi. Plus le message que tu envoies à Giannis. J'imagine que tu allais y venir là aussi. Mais bien sûr, c'est que tu dis vraiment à Giannis, mec, tu as 26 ans, tu vas en avoir 27, on veut ton prime, on n'a pas déconné. Et ce que j'aime, c'est cette continuité des Bucks dans leur management, c'est de dire... Quand on voit, tu vois, quand je savais qu'on allait tourner cet apéro, j'ai pensé forcément à un garçon. Alors je sais que peut-être les fans vont venir sortir les fourches, etc. Mais quand tu es Damian Lillard, et que tu vois par exemple le niveau de star que tu as, si tu es Giannis et tu te réveilles demain matin, là, tu te dis, bah, tu sais quoi mon management ? J'ai, dans la discussion des meilleurs bras droits de la NBA, j'ai Chris Middleton, il est prolongé. Je l'ai. Ils ont voulu me mettre un meneur de niveau All-Star. On peut dire ce qu'on veut. Jrue Holiday, on a encore les souvenirs de ce qu'il a fait à Lillard. On a des souvenirs aussi de saison à des niveaux All-Star. On m'a dit qu'on voulait chercher la bague. Ils sont en train de mettre les moyens pour.
Parce que putain, ça se trouve, les Bucks ils vont se retrouver dans une situation de taxe particulièrement compliquée. J'en veux pas forcément. Bah là, au niveau thune, ça c'est sûr que là, ça va être vont, compliqué. là. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es par exemple un joueur comme Lillard, mais ça peut être d'autres garçons, hein, c'est que quand tu as ça et que tu te demandes quelles sont les prises de risque qui sont faites par ton management, bah il y a un truc qui est clair et net du côté des Bucks, c'est que pour eux en interne, comme pour nous, donc en public, personne ne peut nier sur le fait que ils envoient ce message à Giannis, comme tu le dis, qui est mec, on ne déconne pas quand on dit qu'on va aller chercher la bague. Ouais, prise de risque et pertinence. Tout à fait. Je veux dire, par rapport au marché, parce que Lillard, tu peux toujours dire, si t'es fan des Blazers ou pas d'ailleurs, mais tu peux toujours dire, attends, McCollum, il était sur un début de saison de niveau All-Star. C'est vrai, en plus, avant qu'il se blesse. Bien et Nurkic, il a déjà cassé des bouches et tout, machin. Et t'as Covington, et là t'as rajouté Norman Michael Powell, voilà. Sauf que la différence, c'est que jusqu'à maintenant, les Blazers sont déjà allés en finale de conf, les Bucks sont déjà allés en finale de conf. Sauf que les Bucks, eux, ils sortent de 2 saisons d'ultra-domination de la Ligue en régulière. C'est jamais arrivé, sauf erreur de ma part, c'est jamais arrivé aux Blazers. De quoi Toujours eu de dominer aussi fort une régulière. Bah, avec les Blazers de Lillard, je veux dire. Oui, voilà, parce que sinon c'est en 91. Non. Ouais. Les Blazers de Lillard, pardon. Les Blazers de Lillard, ils n'ont jamais dominé aussi fort une régulière, aussi fort que soit Lillard. Aussi en feu qu'il puisse être. Genre l'année dernière, il a beau être en feu, Lillard, entre les blessures, les machins, les conneries, ça arrache les playoffs. Non, tout à fait. Leur top, ça a été le top de Lillard Prime dans son équipe, c'est podium avec les Blazers. Voilà. Et donc ce que j'aime, c'est l'année où ils se font d'ailleurs sortir au premier tour, non ? Par un certain Jrue Holiday. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a le côté prise de risque. Là, je te rejoins complètement. Giannis, quand il se réveille, il fait « Attends, mon management, c'est pas foutu de ma gueule. » Genre, j'ai des gros joueurs. Et en plus, quand il a fallu sortir les enveloppes de dollars pour que les mecs restent et que les mecs soient investis avec moi sur plusieurs années, ils sortent les enveloppes de dollars. Rien à dire là-dessus. Ensuite, il y a la pertinence des trucs. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu de remise en question. Tu trades, tu vas chercher Jrue Holiday. T'es pas encore tout à fait sûr que ça marche vraiment, parce qu'il vient d'arriver. En plus, il a été blessé un peu cette saison. Mais bien tu sûr. Sens les prémices d'un truc qui est cool. Bien sûr. Et bam, t'y vas. Tout à fait. Ça, j'aime bien, moi. Pareil. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu mentionnes le trade de Jrue Holiday, parce qu'en plus, là, quand on parlait de la contrepartie de PJ Tucker, Peanuts, mais alors la contrepartie de Jrue Holiday, ils ont hypothéqué du pick de draft, nos amis les Bucks. Tu ne pouvais pas, en fait, avoir un Jrue Holiday. Avec Bledsoe pour avoir Holiday et David Griffin à la Nouvelle-Orléans, tu lui fais pas comme ça. Hein. C'est normal en même temps. Bien sûr, il fallait un Happy Meal, une Rolls-Royce et un paquet de gitane, c'est sûr. Mais tiens, regarde, je te donne Eric Bledsoe. Et puis ce qu'on va faire, c'est que tu vas me donner le gars là, le frère d'Aaron Holiday. C'est ça. Il n'y a pas de souci, on va se débrouiller entre nous. Non, mais tu vois, d'hypothéquer ces pics de draft-là et de valider derrière avec une prolongation contractuelle, moi je trouve que ça a du sens. Là où, évidemment, je te rejoins complètement, c'est qu'en plus, au niveau sportif, ça régale. C'est-à-dire qu'on va voir ce que ça donne en play-off, en effet, mais c'est pas comme si on était en train de regarder le contrat de Jrue Holiday, on se disait putain, dans le jeu, je sais pas s'il y a un de 30 ans, expérimenté, ultra bon défenseur, capable de jouer au poste, de driver la balle, bon gars dans le vestiaire. Qui a déjà un peu connu les playoffs. Avec un Chris Middleton, qui est dans la discussion, allez, il est quoi, top 3, top 5 lieutenant de NBA, qui est en 50, 40, 90 depuis la naissance, qui se tait, il n'y a pas de souci, qui peut être clutch. Il défend de malade. Il crée, enfin bref. Avec un troisième mec qui défend sur plusieurs postes, qui est capable de driver, mettre de la dynamite, etc. Ça a du sens au niveau, comme tu le dis, sportif. C'est-à-dire que ces mecs-là, moi, je peux les voir jouer ensemble encore 3 ans. Et ça a dû avoir tellement de sens pour le management qu'ils ont dit, on va s'ajuster autour. Et puis, tu vois, on a fait toute une vidéo sur les buy-out, on a dit les gros marchés, machin et tout. Là, on le voit. On parle là des Bucks, là. Mais cette stratégie, entre guillemets, du management des Bucks, quelque part, elle ressemble un petit peu à la stratégie du management du Jazz, qui cet été a foutu des gros contrats max à Donovan Mitchell et à Rudy Gobert. Bien sûr. Bon, ça tombait en même temps, mais ça, c'est les coïncidences de contrats. Hein. Ça revient au même. Hein. Il y a eu 1 an d'écart entre celui de Middleton et celui de Giannis, mais dans l'absolu, c'est un peu la même chose. Ouais. Donc, c'est de la stratégie de petit marché. C'est OK, on a un truc, on y croit, on sent que c'est pertinent sportivement. On va utiliser, nous aussi, les règles du CBA pour mettre des blindes absolues aux joueurs en lesquels on croit. Ensuite, on bricole sur le marché des transferts, mais comme on a mis des blindes absolues à des mecs très très forts, on est quand même attractif. C'est-à-dire que PJ Tucker, il est à Milwaukee. Ouais, bien sûr. PJ Tucker, il faisait pas une bonne saison avec les Rockets. Hein. Ça, on est tous d'accord là-dessus.
Je veux bien voir quel PJ Tucker on aura en playoff. Ah, tout Ça à se fait. trouve, on va se faire putain, voilà le bon trade. Et bien sûr, et certains se souviennent encore de la signature de Bobby Portis, ont été là genre ok, bien joué, c'était pas mal parce qu'ils s'en sont sortis et qu'un mec comme Portis, il s'est exprimé aussi comme d'autres joueurs en disant bah ok, on parle de dollars, ok, on parle de ceci et cela, mais les joueurs de NBA par définition, ils veulent gagner. Et en ce moment, si tu vas jouer avec les Bucks, il y a une bonne proba pour que tu remportes des matchs de basket en fait. Tu vas gagner des matchs, ça T'es c'est sûr. t'es à plus de 75% de victoire en attendant de voir ce qui va se passer en playoff. Donc je crois Non, mais notamment au fait clairement, t'as raison. que le management envoie ce message-là, c'est-à-dire, les gars, ok, on n'a pas beaucoup de flexibilité financière, mais par contre, si vous acceptez de faire cet effort-là, vous allez être dans quelque chose qui va forcément viser le dernier carré, et donc vous augmentez votre proba d'aller... je vois que tu te marres, vas-y, sors-moi ta Non, vous augmentez votre proba de gagner des matchs, quoi, il n'y a pas à chier. Et d'aller chercher le titre. Et non, je me marre parce que du coup, j'étais en train de penser, regarde, t'as donc un trio de mecs ultra bien payés avec une superstar qui est Giannis et deux excellents lieutenants que sont Jrue Holiday et Chris Middleton. On va schématiser comme ça. Ensuite, t'as Dante DiVincenzo, jeune, 5 majeurs, énergie, hustle qui progresse. 5 majeurs, t'as Brook Lopez, pivot, technique, qui a bien progressé en protection de cercle. En rotation, en première rotation, t'as PJ Tucker, défenseur polyvalent capable de mettre des 3. T'as Pat Connaughton, t'as du Bobby Portis dont tu parlais, t'as du Bryn Forbes qui a du temps de jeu. Je suis déjà à 9 joueurs. Ensuite, t'as quoi ? Bon, ils ont gratté un Jeff Teague, là, je crois. Oui, ils ont Thanasis. Histoire de compléter cette affaire. Et puis, ils ont Thanasis, le frérot. Thanasis qui vient apporter un peu d'énergie quand il peut. Ouais. Ça me fait 11 joueurs. 11 joueurs effectifs très équilibrés, avec de tout. De quoi défendre, de quoi attaquer, de l'expérience. Un joueur double MVP, défenseur de l'année, machin et tout. Là, dis donc, c'est quel niveau de pression qu'il y a sur les épaules de Mike Budenholzer, là, quand on arrive en playoff ? Bien sûr. Wow. Bah, c'est lui qui va être ciblé. Évidemment, on va toujours utiliser la même stratégie, ou plutôt politique, comme on le sait, c'est que quand il faut féliciter un joueur et une franchise, on passe souvent par la superstar, et quand ça chie, on s'en prend aussi souvent justement au mal alpha et au patron. Donc là, sur la bulle, on avait mis plein la bouche à Mike Budenholzer. Je pense que limite, il est attendu autant, ce sera impossible d'être plus attendu que Giannis, mais je pense qu'il est attendu autant que Giannis, parce que on a vu certaines limitations et que le management va aussi se retrouver devant une espèce d'impasse en fait si ça ne se débloque pas dans le jeu. Complètement d'accord. Là, je dois avouer que j'ai vu des petites choses, moi, dans les matchs des Bucks qui m'ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui m'ont bien plu. Où je me suis dit, tiens, dis donc, Mike Budenholzer, mince alors, bien, bonne idée. C'est Popovic qui est au coaching ou c'est Budenholzer, tu vois ? Moi, je reste encore un peu mitigé, je t'avoue. Moi, je suis toujours mitigé, mais j'ai vu, comme maintenant on a de l'expérience sur les Bucks, ça fait 2 grosses régulières qu'on les voit faire de la même manière, pied au plancher, défense de bâtard à l'intérieur, en gros, et ça marche pas derrière en playoff. Là, tu vois que ça cherche un peu. Enfin, ça marche pas autant qu'ils aimeraient en playoff. Ouais. Non, mais ça marche pas, oui. C'est parce que pour moi, une équipe comme ça, faut qu'elle aille en finale NBA, quoi. Sinon, je considère que ça va pas marcher, quoi. Voilà. Là, on voit que ça tâtonne côté management, donc ça essaye des trucs qu'on a tendance à trouver plutôt cohérents. Ok. Maintenant, ça tâtonne aussi un petit peu au niveau coaching, au niveau tactique. Maintenant, on attend de voir quels vont être les fruits de tout ça. Et oui, il y a une pression de malade sur Budenholzer parce qu'il n'aura pas d'excuses là. Il a un effectif complet, profond. Il a une superstar. Il a des lieutenants de ouf. Il a des mecs qui savent shooter. Il peut défendre. Non, bien sûr. Il n'aura pas... Genre, si par exemple, tu parlais du Heat tout à l'heure. Mettons, Heat, excellente équipe, extrêmement bien coachée, avec des joueurs complémentaires, dont certains qui se connaissent par cœur. Tu retombes sur le Heat en playoff. Tu te refais fumer, tactiquement, comme l'année dernière, là. Tu vois, genre, Spoelstra, il te regarde, il fait « Oh, tiens, salut Mike Budenholzer, mets-toi au chaud dans ma poche. » Tu vois, genre, merci, au revoir. Bah, on va dire quoi ? On va dire, Budenholzer, il a beau avoir un super effectif, il est incapable de s'adapter en cours de série, ou je sais pas ce qu'on avait dit, ou en cours de match, ou de changer ses rotations, gna. Voilà ce qu'on va dire. Normal ? Non, mais c'est normal parce que... Grosse pression sur lui. Tout à fait. Le niveau d'attente, il est énorme. Moi, je vois certaines modifications dans le jeu, ce qui me laisse un petit peu sur ma faim, c'est que je revoyais là avant de faire cet apéro, donc en le préparant, c'est qu'il y a... J'ai vu quelques éléments de fin de match qui ont pu me plaire,
et d'autres nettement moins. Il y a eu un match, notamment un dimanche soir face aux Clippers à domicile, tu sais, où il y avait eu tout un débat, genre est-ce qu'il y a marché d'Yanis, mais il y a eu un bon mouvement de balle avec une très grosse défense. Yanis qui take over dans le 4e quart-temps, c'était il y a quelques semaines, c'était le 28 février, une victoire 105-100. Mais il y a eu aussi des fins de match à Brooklyn, contre notamment les Lakers et contre d'autres franchises, où là, j'ai retrouvé certaines limites de on a une option A, on a une option B, et quoi qu'il arrive, ça va être option A, option B. Et allez, on force, ça va passer. Et il y a eu certains matchs comme ça, c'est ce qui fait que j'attends énormément les matchs là contre Philadelphie et Brooklyn. Là, tout à fait, fin avril et début mai. Je sais que certains vont me dire oui, mais Yanis qui finit à Philadelphie en s'asseyant sur le parquet, l'effectif n'était pas complet. Si je dis pas de bêtises, il n'y avait pas Joel Embiid. Non, c'était pas complet du tout. Tout à fait. Donc après, c'était très bien, mais moi, je t'avoue que c'est sur les fins de match que j'ai encore mes réserves. C'est ce sentiment que tu vois, je pense toi avec Phoenix, je pense la planète basket avec les Lakers, ou avec d'autres franchises comme ça, qui est ok, on rentre dans le money time, exécution, tu es serein. Tu peux avoir en effet des aléas, mais tu te dis ok, j'ai Chris Paul, j'ai KD, j'ai LeBron, j'ai ces gars-là avec des coachs qui vont savoir dans quelle situation les mettre, j'ai Curry, et donc je peux déjouer n'importe quel système défensif par ma créativité et ma capacité d'ajustement. Ça là-dessus, j'ai hâte de voir. Après, je vois ce que tu veux dire. Hein. Tu peux pas juste défoncer les équipes de 20 points. Quoi. Je comprends pour les fins de match, je suis complètement d'accord avec toi. Ça repose sur Budenholzer, ça va reposer aussi sur Yanis. Hein. Ah bah surtout ça. Le pépère va falloir mettre ses lancers en fin de match. Hein. Ah ouais. Ça, parce qu'il peut faire toutes les tactiques qu'il veut. S'il y a un drive de Yanis qui est bien amené et puis qu'il y a faute parce que Adebayo ou Embiid ou Tobias Harris ou je sais pas moi Aldridge, un des Nets, il fait la bonne faute qu'il faut parce que tu vas pas laisser aller au dunk, hein, c'est fini ce temps-là. Tu vois, va falloir foutre ses lancers. Donc ils ont pas mal de pression, pas mal de problématiques. Non, je suis d'accord sur les fins de match. On va être très intéressé aussi de regarder les déroulés des matchs. Budenholzer a cette fâcheuse tendance de trucs que j'aime pas. Tu sais, tu disais option A, option B, option A, option B comme ça. Oh putain les rotations. On a encore des. Il s'est ajusté, mais il y a encore 2-3 trucs un peu genre. Attends, fais voir la liste. Bryn Forbes, 7 minutes 50. On est à 7,51. Allez, il sort. Ouais, ah bah mince, il était en feu. Ouais. Bah ouais. Il y a encore 2-3 situations comme ça, je suis d'accord. Ça, moi perso, les rotations très. On se croirait dans Touquet, tu sais, quand tu fais ton coach, là, tu lui dis, ça sera telle rotation avec tes petites briques, là, hein, machin et tout. Bah non, franchement, non. Ça, en régulière, à la limite, je veux bien. Ouais. M'en fous, allez, vas-y, fais tourner ton truc, faut que tout le monde joue. On a compris, mais non, t'as des automatismes à trouver tout. Mais va arriver un moment où, désolé, en face, c'est des Sixers. Si Brook Lopez fait du bon boulot sur Embiid, il reste sur le terrain. Ouais, tout à fait. Barre. Non, mais c'est vrai qu'on a eu des. Je me souviens de 2-3 what the fuck moments qui sont liés à Budenholzer, vraiment, où c'est. Ouais. Limite, tu le fais en souriant, parce que quand t'es pas fan de l'équipe, tu te dis, tiens, doux souvenir de l'automne dernier, où tu vois Bryn Forbes, alors qu'il y a égalité à 5 minutes à jouer, et tu fais. Il y a un souci de faute avec Middleton ou avec Ouais, Giroud, voilà, c'est ça. Là... Ah non, c'est juste la rotation était prévue comme ça. Non. Parce que surtout qu'en plus. On l'a vu l'année dernière avec Spoelstra, donc Spoelstra il s'est bien marré, hein. Il a vu Budenholzer arriver, il a fait cool, trop bien. Moi je gagne ma match-up, tu vois. Yes. On voit que Steve Nash, Sabo est un coach rookie. Ah, ça va pas hésiter à essayer des trucs. Hein. Il est coquin, il est coquin. L'autre, il est à l'autre, il en a rien à foutre. On reparlera des Nets. Non mais t'es d'accord ou pas? Ah bah... Donc en cas de confrontation, tu peux être sûr que le Steve, il va tenter des trucs. S'il est en galère ou quoi, et qu'en face il saura très bien qu'il va tenter des trucs, parce qu'en plus il se dit si ça marche, ça se trouve Budenholzer lui il va rien faire. Et alors après il y a Doc Rivers, ça peut être un duel marrant parce que faut voir. Là faut voir. le premier qui rigole à gagner. Hein. C'est ça. Donc mais en tout cas oui, il a un effectif de malade dans les mains, un vrai effectif bien construit avec des très bonnes choses à faire, avec un leader, un vrai leader. Et des lieutenants de belle qualité qui ont l'air de bien s'entendre. Donc non, Budenholzer, grosse pression, surtout qu'en plus s'il se chie, ça peut être la merde en plus, du coup, par ricochet à cause des contrats. À cause puis, de, je sais pas. On va se demander, pression médiatique sur est-ce que ça garde Budenholzer, les joueurs adorent, donc le management va se dire, c'est quoi notre upgrade qui tu prends comme coach à la place? Je suis pas sûr et certain. Dans tous les cas, juste je vous montre, parce qu'on aime bien utiliser la nouvelle prod, au niveau de la payroll de nos amis les Bucks, parce que je remettais un petit peu en détail. Il y a donc Chris Middleton à 33 millions, Yanis à 28, puis Jrue Holiday à 26. Quand on monte, vous voyez là, quand ça monte d'année en année,
on arrive sur une saison 2023-2024 où on aura un Chris Middleton à 40 millions la player option. Je me demande s'il va la prendre. Giannis qui sera à 45 millions et Jrue Holiday lui à 34. Ce qui nous fait donc en effet 120 millions déjà d'engagés sur cette saison-là. Donc peu de flexibilité avec toutes les incertitudes qu'on a au niveau du cap space et ce qui va pouvoir se débloquer. Moi, Alex, juste l'espèce de question que j'allais te poser, et je pense que c'est concernant les fans des Bucks, quand tu vois ce tableau-là, c'est-à-dire Giannis prolongé jusqu'en 2025-26, Chris Middleton prolongé et Jrue Holiday prolongé, est-ce que quand tu reviens un an en arrière, c'est pas le rêve ultime quand même? C'est très bien. C'est par rapport à la pression qu'il y avait à l'intersaison, où on était là, oh là là, Giannis, est-ce qu'il va re-signer? Oh là là, la Free Agency 2021, oh là là, Pat Riley, il va faire venir Giannis, oh là là, les Warriors sont sur le coup, les Mavs, oh là là, mais Mark Cuban, quand il va arriver à Milwaukee avec ses cigares, il va repartir avec Giannis et tout. Bah là, je dis pas que c'est pas possible parce qu'on sait très bien dans la NBA actuelle que même un mec avec un contrat de 4 ans peut faire bon. En fait, Paul George. je voudrais partir. Allô? Moi, le chèque, c'est le chèque. Hein. Quelle que soit la banque de provenance. Ouais. On sait que c'est possible. Après, on se dit qu'Yanis a l'air d'être dans la veine des Lillard, des gars comme ça. On verra. Hein, bien sûr. Plus tard. Ils ont mis fin. C'est-à-dire que Milwaukee, avec ses contrats signés, avec quand même, je veux dire, c'est pas comme si l'équipe joue moins bien globalement que les 2 dernières saisons, mais enfin, personne va arriver et va dire ah bien, trop bien, on joue Milwaukee au premier tour de playoff. T'as vu comment ils sont moins bons que la saison dernière? C'est qu'il n'y a pas grand monde qui va faire, c'est une bonne nouvelle, hein, c'est une bonne nouvelle pour personne. Tu joues Milwaukee, t'es concentré, hein, parce que si t'es pas concentré, il y a -20 à la mi-temps, et puis voilà quoi. Tu vois, donc du coup, ils ont toujours cet aspect sportif fort, dominant et tout. Et en plus, ils ont de la sérénité en termes contractuels. Ouais. Et donc, je trouve que, oui, je suis d'accord avec toi, il y a un petit côté, genre, si on était allé voir, comment il s'appelle le GM, mince? Horst. Bon. Ouais, c'est ça. Bref, si on était allé voir le GM de Milwaukee début novembre et qu'on lui avait dit qu'est-ce que tu veux pour la mi-avril, je pense qu'il nous aurait montré ce tableau. Ah non, mais bien sûr. Hein, t'es d'accord? Non, mais bien sûr. Il nous aurait dit, bah voilà, ce tableau-là, ça me plairait bien. C'est John Horst. Ouais, John Horst. Hein? Ah non, mais bien sûr. Donc ça, je suis d'accord avec toi, il y a un petit côté objectif atteint. Rêve, objectif atteint, clairement. Le groupe, en tout cas, il est défini au niveau de son trio. On verra par la suite. J'en profite évidemment pour poser une dernière question et après, je veux bien l'avis des gens là-dessus avant de te filer le mic pour la conclue. Ces Bucks-là, avec cette construction-là, avec Giannis qui prolonge, si Giannis, avec ce qu'il a fait les 2 dernières saisons, sous 3 ans, parce que c'est le projet, hein, sous 3 ans, ça gagne un titre. Oh là là. Oh là là. On est d'accord que là, c'est attention. Hein. C'est-à-dire que si Milwaukee, petite franchise, en tout cas pas non plus les gros marchés qu'on a, avec un mec grec qui débarque out of nowhere, qui est MVP 2 fois, défenseur de l'année, qui a struggle de fou furieux, et qui devient ensuite champion avec les Bucks. Oh là 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 là. Oh là. Ouais, non, clairement. Une construction de petits marchés comme ça qui va au bout, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique pour les joueurs. C'est magnifique pour le management qui a mis tout ça en place. Enfin, il faut toucher du bois, ouais. Voilà. Après, voilà, on en est encore loin. Ouais. Les embûches sont sérieuses. On a fait allusion pendant une bonne partie de cet apéro à Philadelphie, à Brooklyn, à Miami. 3 très gros clients. On verra comment se comporteront des Boston, des Knicks, on verra qui d'autre sera en playoff, des Hawks et tout. On verra, mais aujourd'hui, en tout cas, à 2 tiers, 3 quarts de saison, je les mets quand même en dessous. Hein. Bien sûr. Ah, quand même, là, demain, si tu me dis Milwaukee-Boston, va pas être désagréable avec les fans des Celtics, mais je pense que si on leur en donne un, c'est sympa, franchement. Non, mais c'est vrai, attention à cette séquence, attention à la séquence qui va être cutée. Non, mais là, aujourd'hui... 4-3. Non, mais en pronostic. Ouais, bien sûr. Non, en l'état actuel, tu donnes... Tu commences une série Boston-Milwaukee demain? Il y a 4-1. Il y a 4-1 et tu te dis donc les 140 millions, tu les mets sur Jrue Holiday ou sur Kemba Walker? J'étais obligé parce que celle-là je l'avais noté, pardon. T'es obligé. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça que je veux dire. Donc il y a de la vraie concurrence, mais ils sont là, ils sont placés, ils ont fait le boulot. En fait, ils font partie de ces équipes qui ont vraiment bien travaillé là depuis 6-7 mois en sortie d'une déception, quoi. C'est toujours dur. Tu sens qu'il y a eu de la remise en question.
Tu sens qu'il y a eu quelqu'un ou plusieurs personnes dans le front office et chez les joueurs qu'on fait oh, allez, c'est pas grave, on rebondit là. Ouais, c'est reparti, tu vois. Ça, c'est très et bien. Ça, moi, je respecte à fond. Complètement, pareil. Bien évidemment, le mot de la fin, comme vous le savez, c'est que la course va être complètement folle sur les 5 prochaines semaines. On va refaire plein d'apéros, surtout sur la jeunesse, sur le Play-in Tournament. Je rappelle les dates importantes. Le 23 et 24 avril, c'est donc le jeudi soir et le samedi soir. On aura 2 matchs entre les Bucks et les Sixers. On a ensuite le 2 et le 5 mai, les Bucks face aux Nets. Il y a le retour de Kevin Durant ce soir, justement, avec Brooklyn. C'est face aux Pelicans, si je dis pas de bêtises. Donc à suivre de très très près. Évidemment, Alex, nous on fait des bisous à plein de monde et on se retrouve très vite pour un nouveau petit apéro. Ciao tout le monde. Bisous. Des bisous. Ciao.